tellement appris. Donc j'ai gagné de l'argent. Le vieux m'aidait, donc j'avais pas forcément besoin. Les gens ne comprennent pas que, comme toute chose, il faut apprendre à gagner de l'argent. Et quand je suis venu à ton événement pour me créer mon avenir financier, ça m'a aidé. Pour moi, l'idée de la plateforme, ça n'a pas été forcément créé pour les Serge Beno, ainsi de suite. Ça a plutôt été créé pour les célébrités de demain qui ont beaucoup de followers, qui sont engagés, qui veulent vraiment se démarquer et gagner de l'argent dans le process. Parce que si tu te démarques sur les réseaux, ça ne te garantit rien. Tu vas avoir 1 million de followers sur Instagram. Instagram s'en fout, tu ne vas jamais te payer. Tu vas avoir 1 million de followers sur YouTube, mais tu as 25 000 abonnés sur Star News. Tu fais tes $500. À ce moment-là, c'est moi qui contrôle le média africain. Tu crois au culte des crânes, ce genre de choses? Oui. C'est nos cultures, en fait. C'est même pas... Tu parles au crâne? Bien sûr. Bonjour Guy. Salut Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de finances personnelles et un peu de ton parcours. Est-ce que tu veux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Enchanté d'être là. Merci de l'invitation. Donc Guy Kamgang, je suis camerounais, je suis donc né à Douala, j'ai grandi à Douala, ensuite j'ai fait mes études en France et depuis 1995 j'ai immigré aux États-Unis où je vis à Los Angeles et je suis dans le domaine des médias, contenus et toutes mes activités sont en Afrique d'ailleurs. Très bien. Alors, tu le dis très modestement, mais en fait, tu diriges aujourd'hui, tu as créé d'ailleurs une entreprise très connue. Enfin, je ne sais pas si l'entreprise est connue, mais elle est dans le quotidien des gens, qui s'appelle Star News, c'est bien ça? C'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Star News pour que les gens voient de quoi on parle? Alors, c'est une plateforme de streaming de contenu africain. C'est une plateforme grâce à laquelle les créateurs de contenu africains peuvent monétiser leur contenu vidéo. Et nous permettons donc aux usagers mobiles de pouvoir découvrir ou enjoy du contenu africain par des créateurs africains sur leur mobile. Donc ça peut s'apparenter à peut-être un petit peu de Netflix avec un mélange de YouTube, un mélange de Instagram, c'est du contenu. On a beaucoup de catégories. Ça peut être de la musique, ça peut être de la comédie, ça peut être du sport, de la cuisine, de la mode. Et c'est donc des créateurs africains qui sont dans toutes ces différentes verticales qui nous fournissent du contenu. Et nous, on a un moyen assez intelligent de monétiser avec les opérateurs mobiles. Donc, on est partenaire avec Orange et MTN. Et donc, grâce aux opérateurs, les partenariats qu'on a avec les opérateurs, on génère du revenu dans le streaming de ce contenu qu'on repartage avec les créateurs de contenu. Pour faire simple, quand on reçoit des messages sur son téléphone de la part d'Orange ou de MTN, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les opérateurs de téléphonie mobile proposent ton contenu directement à leurs abonnés. C'est bien ça? Voilà, exactement. D'accord. Tu l'expliques mieux que moi, en fait. Non, j'essaye de rendre ça très simple. Très simple. En gros, quand vous avez dans vos téléphones des messages qui vous disent d'aller regarder des vidéos, ce genre de choses, derrière, c'est la boîte de Guy Kamgang qui, aujourd'hui, est dans combien de pays? On est dans 7 pays. 7 pays? Oui. Avec les opérateurs? Avec les opérateurs, oui. Alors, donc dans le deal, c'est l'utilisateur final qui paye, c'est-à-dire moi je paye par exemple 50 francs, 100 francs. Voilà, exactement. On a des forfaits quotidiens aux alentours de 50 francs, des forfaits de semaine aux alentours de 200 francs. Et donc ils payent ce forfait pour pouvoir recevoir ce contenu exclusif. Parce que le contenu est forcément exclusif. Donc on travaille avec des créateurs de contenu qui savent que grâce à Star News, ils peuvent monétiser leur contenu et gagner de l'argent. Donc, quel type de créateur de contenu, par exemple, tu as? Dans la musique, on peut citer la majorité des musiciens. Alors, les pays dans lesquels on est, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, Nigeria, Ghana et Afrique du Sud. Et donc, c'est les créateurs de contenu dans ces marchés. Donc, en particulier, par exemple, en Côte d'Ivoire, on aura Serge Beno, par exemple, ou en comédie, on aura le Parlement du rire de Maman. En cuisine, on aura Cordon Bleu. Au Cameroun, ce sera Fingon Tralala, qui est un humoriste légendaire. Lady Ponce, par exemple, au Cameroun.
Au Nigeria, Kafi, qui est une danseuse. Lord Sky. Donc, dans tous les pays, on travaille avec. On a à peu près plus d'une centaine de créateurs aujourd'hui sur la plateforme. Et donc, ces créateurs-là, à la fin du mois, en fonction de la visibilité qu'ils ont eue sur ta plateforme, ils sont payés. Voilà. C'est la visibilité, mais c'est surtout leur capacité de créer du contenu original et le partenariat qu'on a avec les opérateurs pour les mettre en avant, pour que les gens s'abonnent à leur contenu. Mais eux, quel est l'intérêt qu'ils ont à faire ça? Un Serge Beno, pourquoi ils créeraient du contenu exclusif pour Star News? Bon, plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il y a une certaine connexion qu'ils ont avec leur audience. Donc, il y a certaines personnes qui sont vraiment fans de, par exemple, un Serge Beno, et il sait qu'il peut connecter. Le contenu, c'est un moyen, mais il y a également d'autres moyens de connecter avec le créateur. Ça peut être, on fait beaucoup de meet and greet, on fait des sponsoring. Donc, un Serge Beno ou un Fingon Tralala permet donc créer un environnement avec Star News privilégié pour ses fans, en fait. D'accord. Voilà. Et ça, les autres plateformes n'offrent pas cette proximité, parce que on a un Facebook ou je sais pas quoi, ils sont pas en Afrique, donc la proximité et l'expérience qu'on peut créer entre un Serge Beno et ses fans, les plateformes traditionnelles ne le font pas, quoi. Du coup, dans ton business, quelles vont être les principaux métriques que tu utilises? Est-ce que c'est le nombre de minutes, de visionnage? Quelles sont les métriques que tu as, tonton? Alors, déjà, le nombre de users, number of users, ça nous donne un number of users per channel. Donc, chaque créateur a sa propre chaîne. Donc, number of users per channel. La capacité de monétiser, donc de leur faire gagner de l'argent. Donc, plus on les aide à gagner de l'argent, c'est-à-dire plus la plateforme les paye, plus on se porte bien, en fait, parce que c'est ça notre mission principale. On fait également, et ça fait partie de la monétisation. C'est quoi aujourd'hui le nombre de users du réseau Star News? À peu près, hein? Je ne peux pas donner un chiffre exact, mais on a plus de 5 millions d'abonnés. Waouh. Oui. Abonnés mensuels. Voilà. Eh ben, c'est énorme. Plus de 5 millions d'abonnés. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a autant de gens qui ont besoin de contenu, en fait. Ah oui. On ne s'en rend pas compte, hein? Oui, mais surtout qu'ils sont prêts à payer pour avoir ce contenu exclusif. Bon, maintenant, la monétisation, il y a plusieurs façons de monétiser. Il y a beaucoup d'abonnés qui ne payent pas. On a des premium, du freemium. Ok, tu fais du freemium. Okay. Okay, donc, c'est pas donc tous les gens qui payent, parce qu'on a des forfaits, comme je dis, des forfaits quotidiens, des forfaits. Donc, on a réussi à harmoniser et surtout à rendre le billing intelligent pour que on essaye d'avoir une moyenne de facturation d'à peu près entre 10 et 30 cents par mois, par marché, pour que ça ne soit pas trop lourd. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on améliore l'expérience client, on augmente également le prix. Ok. Voilà. Ok. Pour un créateur de contenu qui voudrait peut-être, à la suite de cette vidéo, intégrer ta plateforme, tu continues de prendre les gens, tu ne prends que des stars ou alors tu es ouvert à tout le monde? Non. Alors, on a commencé avec les têtes de gondole, hein, parce que c'était des gens qui viennent avec un appétit de créer ce genre de communauté et avec lesquels on avait ils sont un peu plus sophistiqués dans la façon de travailler, quoique on a encore beaucoup d'efforts. Les métiers du digital sont très nouveaux. Donc, il s'avère même parfois qu'il y a des créateurs de contenu qui ne sont pas super bien organisés pour intégrer notre plateforme. Donc, on fait même des séminaires, des formations. Ça semble simple, hein. Bon, pour toi, c'est facile, une caméra, bon, mais il y a encore des gens qui, en dehors de leur téléphone pour faire des snaps, ça se limite à ça, le digital. Ouais. Or, nous, on pousse les choses, hein, parce qu'il faut qu'on offre un vrai contenu à nos users. Donc, aujourd'hui, elle est ouverte à tout le monde, mais on ne peut pas accepter tout le monde. Il y a des critères à remplir pour pouvoir être signé par Star News. Mais la demande est incroyable, en fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte. Ah oui. Ah ouais, excellent. Oui. Ah non, mais c'est bien. Ça, c'est très bien, c'est génial. Mais c'est le bouche à oreille. Après, c'est pas le problème aussi, c'est que quand on est une plateforme comme la tienne, forcément, je pense que l'opérateur joue quand même un gros rôle. Mais j'ai envie de dire,
quand quelqu'un arrive sur ta plateforme, il va forcément aller vers des personnes connues. Ou du moins, savoir que sur la plateforme, j'ai des Serge Beno, j'ai des Lady Ponce, va faire que les gens vont peut-être choisir plus facilement ces channels-là plutôt que des channels de personnes inconnues. Alors ça, c'est vrai parce que dans notre politique marketing, on met en avant ces gens-là. Donc, comment est-ce que les gens découvrent la plateforme? En fait, peu de gens connaissent Star News, mais beaucoup de gens sont abonnés à Star News. Parce qu'on n'a jamais, peut-être ça vient de ma personnalité, on n'a jamais fait l'effort de dire hey, « regardez-nous ». Mais ils reçoivent des messages qui viennent indirectement de leur créateur ou célébrité préférée, disant « si tu veux me suivre, abonne-toi à Star News avec Orange ou abonne-toi à Star News avec MTN ». Voilà. Donc, quand ils s'abonnent, c'est pas par rapport à Star News, c'est par rapport à la personne que tu aimes. La personne que tu aimes. D'où l'importance d'avoir des célébrités. Parce voilà. que si tu dis pour commencer. Abonne-toi par, je sais pas moi, Tartampion. Oui. Voilà. Pour commencer. Tu as besoin de ça. Okay. Mais ce qui est très intéressant, c'est que on se rend compte avec le temps que le nombre d'abonnés n'est pas si important que ça. Parce que quelqu'un peut décider de sign up pour Star News, de créer sa chaîne, et il décide combien il veut gagner. Et si tu veux gagner $500 par mois, par exemple, tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés, tu peux le faire avec 10 000 abonnés. Si tu es capable de créer cette communauté et avoir du contenu, et ainsi de suite. Donc, on les accompagne également les moins connus. Donc, au début, effectivement, Fally Ipupa est une de nos plus grosses chaînes. Mais on a également, en tout cas, la politique de l'entreprise, c'est au contraire même aider les célébrités qu'on peut appeler de deuxième rang. Mais elles sont de deuxième rang, peut-être pour toi et moi, mais au niveau local, un gars que tu vas dire, c'est pas un big time, il peut être plus suivi que ceux qu'on appelle les... Et c'est ces gens-là, en fait. Pour moi, l'idée de la plateforme, ça n'a pas été forcément créé pour les Serge Beno, ainsi de suite. Ça a plutôt été créé pour les gens qui ont réellement, pour les célébrités de demain, qui ont beaucoup de followers, qui sont engagés, qui veulent vraiment se démarquer et gagner de l'argent dans le process. Parce que si tu te démarques sur les réseaux, ça ne te garantit rien. Oui. Tu peux avoir 1 million de followers sur Instagram. Instagram s'en fout. Il ne va jamais te payer. Tu vas avoir 1 million de followers sur YouTube, mais tu as 25 000 abonnés sur Star News, tu fais tes $500. Donc c'est ça, en fait. Pour moi, ma mission ou le bénéfice de l'entreprise, c'est... Moi, je dis, toute personne qui veut venir sur Star News, en 6 mois, je lui garantis de gagner $500. En fait, on a même ce qu'on appelle un Creator Fund. On investit sur les jeunes. On dit, OK, tu es sérieux, OK, on te donne $500, on te paye $500 tous les mois. Crée-nous du contenu. Voilà, tu crées du contenu. Nous, on va faire avec nos bases, tous nos millions d'abonnés, on sait faire du cross-selling, du cross-referencing. On te dit, on va t'amener à 25 000 abonnés. Et après, tu continues. Ouais, tu continues. Ça, on sait le faire. C'était la question d'après, je voulais te poser, les créateurs gagnent à peu près combien? Donc là, tu dis, rapidement, on arrive à $500. Ouais, pour moi, c'est si après 6 mois, tu n'es pas à $500, c'est que tu n'es pas sérieux, en fait. Honnêtement. Ça t'arrive de sortir des gens? On les sort pas, mais on met moins d'efforts. En 2022, on a payé $1 million en sharing. Ouais. $1 million? Ouais. Ah, mais c'est pas mal ça. Ouais, donc pas mal, ça va. Ouais, c'est pas mal. On va voir pour investir au pays. Les chiffres commencent à être intéressants. Mais comme je t'ai dit, tu es déjà loin. Non. On refuse pas l'argent. Ça permet de payer 2-3 trucs. Mais dans ce cas, si on parle de $300 à $500, honnêtement, c'est... Surtout qu'on peut déjà... On a des users. Il suffit de leur proposer quelque chose qui a du sens. Mais tes plus gros créateurs, à peu près, en fourchette, gagnent combien? Fais-nous rêver. Je dirais... Bon, il y en a qui... Il y a des créateurs qu'on connaît tous qui aujourd'hui ont dépassé la barre des $5 000. Par mois? Oui. Dans un Fally Ipupa, c'est au-dessus de $5 000 par mois. C'est pas mal. Il y en a pas, mais je dis, il y en a plusieurs. Dans 3 000, il y en a beaucoup. 3 000, il y en a beaucoup. OK. Ouais.
Et ça leur prend quel... Par exemple, un Fally Ipupa, qu'est-ce qu'il va créer comme contenu? Il va faire des chants? Il va faire quoi? Il montre son quotidien? Voilà, alors des gens comme Fally on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à Star News. Ils ont des gens autour d'eux qui vont capturer du contenu et avec qui on va faire des collaborations, parce que nous aussi, on a des équipes de contenu pour aller capter du contenu. Donc, quand c'est vraiment des big time, nous-mêmes, on prend la responsabilité de créer le contenu, de créer des histoires pour que les gens puissent... Et en plus, on est sponsor de ces événements, on invite des gens au concert, ils les rencontrent. Donc, il y a vraiment... Quand je parlais de créer une expérience pour les users, c'est ce genre de choses que... Donc, le fan qui s'abonne sur la chaîne de Star News de Fally, il a plus que du contenu de Fally. Voilà, il a des moments, des star calls, on fait des star calls, on connecte des artistes ou des créateurs avec leurs fans. Et on fait également gagner beaucoup de choses pour les cadeaux de Noël. Et c'est nous, c'est Star News qui fait, c'est notre politique marketing. On accompagne on fait gagner avec les opérateurs, on fait gagner beaucoup de data. Donc, c'est des petites choses qui font « Ah tiens, je me suis abonné, j'ai reçu 1000 francs de data. Ah tiens, je me suis abonné. » Je vais aller au concert. Ah, tiens, je me suis abonné et j'ai été sélectionné pour des petites choses comme ça. Et on capture tout ça, en plus d'un contenu qui est assez en général. Quand on crée des histoires, on fait par exemple pour les 10 ponces, une semaine avec les 10 ponces. C'est des thèmes où voilà, la célébrité se lâche un petit peu. C'est nous qui Tout ça, c'est en vidéo. Oui, tout ça, c'est en vidéo. Donc, vous avez développé une plateforme sur laquelle vous postez des vidéos, un petit YouTube en fait. Voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai dit on peut penser à YouTube. C'est un peu comme du YouTube, avec un abonnement, mais un abonnement 50 francs par jour, 200 francs par semaine. C'est des petits montants qui font pas mal. Et là, ça donne droit à quoi? C'est pour un contenu ou c'est illimité pour la journée? C'est illimité pour la journée. Je paye 50 francs et je vois tout ce que je veux sur Star News pour la journée? Non, sur la chaîne. Sur la chaîne 50 francs par chaîne, sur la chaîne, parce que tu suis en fait une chaîne. Donc un créateur de contenu doit créer du contenu tous les jours, c'est ça? Alors, oui et non, c'est ce qu'on préconise, mais ce qui se passe souvent, c'est qu'il crée une certaine volumétrie. Et nous, on le fragmente et on fait des habillages, on raconte une histoire, ainsi de suite. Mais tu es clairement dans un océan bleu, là. Il n'y a pas de concurrence. Tu manges tout le gâteau tout seul. Bravo. D'où te vient cette idée? C'était une prise de conscience, en fait, parce que je suis dans le business du content depuis 15 ans. Monétisation de contenu. Alors, mais principalement, c'est SMS. Et je t'avoue que ça marchait très bien. On s'est gavé. On parle de quelle somme? C'était un gros business. Enfin, ça l'est toujours. Mais je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai fait une opération de text to win. Donc, c'est quoi une opération text to win? On invite des gens à des questions, des Q&A. Okay. Et c'était facturé 100 francs la question. Et tous les jours, on faisait gagner, je crois que c'était avec un opérateur, je ne sais plus lequel, on faisait gagner 25 000 francs CFA par jour. Et en 10 semaines, on a fait 250 millions francs CFA. En 10 semaines. Waouh. Ouais. Donc, c'était... Bon, mais donc, j'ai fait ça pendant très longtemps. Et le contenu en général que je monétisais, c'était du contenu occidental. Donc, à faible valeur ajoutée pour l'écosystème africain. C'était l'histoire de US. Comme je suis basé à Los Angeles, des choses sur Hollywood, des choses comme ça. Mais après, je me suis dit, mais c'est con, quoi. Je sais comment monétiser du contenu. Et quand je rentre au pays, il y a les cousins et tout, ils sont musiciens, ils sont ceci, ils sont tout le temps fauchés. Et quand tu es au pays, il faut aider tout le monde, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais à mon cousin, mais pourquoi tu mets ton contenu sur YouTube? Tu vas gagner de l'argent. Il m'a dit, tonton, YouTube, on ne gagne pas d'argent sur toutes les plateformes. Je dis, mais c'est pas possible. C'est en 2015, 2016. Je dis, mais non, comment ça? Et je me suis rendu compte qu'en fait, aucune plateforme ne monétise en Afrique. Et pour même avoir un petit peu de visibilité pour que les brands viennent il faut être... Voilà, et même les contrats brands, c'est ridicule, c'est des peanuts. Or moi, avec du contenu bidon, des blagues de Toto et tout, je faisais des 10, 20, 30 millions par mois, tranquille. J'ai dit, mais c'est pas normal. Donc, je me suis dit, ok, le texte va mourir,
Donc, anticipons et créons une plateforme vidéo. Parce que le texte, après, les téléphones évoluent. Donc, j'ai dit, je vais me mettre un petit peu en avance. Je vais créer une plateforme de streaming. Et quand je dis ça, je ne savais pas ce que je disais. Si je savais que c'était aussi dur, je n'aurais même pas commencé. Mais je me dis, ça a du sens, plateforme de streaming, OK. Et ensuite, du contenu africain pour que les gars puissent en fait gagner de l'argent, en fait. Parce que moi, si on fait 100 millions de chiffre d'affaires, même si les opérateurs prennent 40% et les partenaires, les créateurs prennent 30%, moi, il me reste 30 millions. Donc, tout le monde est content, en fait. Donc, j'ai dit, OK, parce que 30 millions, c'est peut-être pas énorme de dollars, enfin, c'est pas mal, mais on part de zéro. Donc, même si c'est 1 million, même si ils n'ont rien. Donc, je suis le boss, quoi. I run the game, en fait. Et donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai dit, si je suis capable de... Et c'est une idée qui est très intéressante parce que quand on n'est pas je ne suis pas un mec des médias, mais quand on commence à comprendre la puissance du média et la puissance de l'audience, après on se pose la question pourquoi les YouTube et Facebook et nanani valent des milliards de dollars. Mais c'est parce que une fois que tu as une audience et tu sais la monétiser, c'est incroyable. C'est fou. C'est fou, c'est du non-stop. Donc l'idée, c'était de dire, OK, si je peux trouver un moyen de faire gagner de l'argent aux créateurs africains, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout le temps être sur Smart News. Pourquoi ils iraient ailleurs? À ce moment-là, c'est moi qui contrôle le média africain, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Excellent. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Qu'est-ce qui te fait partie de la France pour les États-Unis? J'allais dire les études, parce que j'avais fini mes études en France en 94 et je voulais continuer. Donc c'était les études, mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en France, j'étais trop ambitieux pour la France, en fait. Oh là là, tout de suite. Ah non, faut être honnête. Et tous mes amis de l'époque te le diront. Je finissais, j'avais fait une maîtrise en maths appliquée à l'éco, mais j'étais livreur de pizza. Je dis, c'est pas possible. Mais c'était ton job, c'était pas ton emploi à temps plein. Tu sais, à l'époque, en 94, quand tu n'as pas tes papiers, tu ne peux pas faire grand-chose. J'étais étudiant. Et maintenant, il fallait passer un autre statut. Tout à fait, changement de statut, le fameux. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne peux pas changer de statut, tu restes étudiant. Oui. Donc, tu cherches une doctorat comme ça. Voilà. Et je ne me voyais pas faire un doctorat. Et donc, j'avais une année creuse. Et j'ai regardé autour de moi. Il fallait bien que j'aie un peu d'argent. Donc, je suis livré parce que j'étais entre les années où tu attends ta carte, tu vois, tu attends d'avoir le papier du doctorat et tout. Donc, tu peux pas vraiment bosser, mais il faut bien. Donc, mais j'ai vu, en fait, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, tiens, c'est marrant ça. Personne n'a vraiment réussi. C'est bizarre ce pays. Personne n'a réussi. Aucun des Noirs que tu connaissais, c'est ça? Ah oui, personne. Et jusqu'à aujourd'hui. Enfin, bon, c'est un peu mieux, mais j'ai dit, je pense que je suis pas Superman. Ça, c'est un bon point, ça. Je suis pas le mec le plus... Je veux dire, il y a des gens très intelligents qui sont passés devant moi. Si eux, ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qui me fait me dire que moi, je vais être plus malin que tout le monde et je vais réussir? Et quand je parle de réussite, je voulais pas juste avoir un boulot ou un CDI. Ou moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui a énormément de succès. Donc, pour moi, le succès, c'était quelque chose que je connaissais et quelque chose qui était pour moi palpable. Et quand je me projetais dans la France, je ne me voyais pas atteindre le genre de succès que je voulais et surtout que je savais possible. Donc j'ai dit, non, faut que... Et j'ai eu l'erreur, entre guillemets, en 94, aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. Bon, je connaissais déjà un peu les États-Unis. Mais je suis allé à la Coupe du Monde, 94, et j'étais à Los Angeles. J'ai passé une semaine à Los Angeles, j'ai regardé, j'ai dit, merde. On nous a trompés en France. Qu'est-ce que je fous en France? J'ai vu le succès. Ah oui, en une semaine? Oui. Ouais, tu le vois, tu le vois. Et tu discutes avec des gens et tu te rends compte que c'est rien, en fait. Tu te rends compte que c'est possible, puisque tout le monde te dit... Et les gens, c'est très intéressant, les États-Unis, particulièrement la Californie, c'est des rêveurs. Les gens qui viennent en Californie, c'est tous des rêveurs. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un, tu lui dis « j'ai envie de faire ça », il te fait encore rêver encore plus loin, et il te demande « mais qu'est-ce que tu attends, en fait ?» Tu vois?
Et quand j'ai commencé mon MBA, alors là, c'était le MBA de UCLA, c'était un MBA où il n'y a que des grands entrepreneurs. J'ai au moins 10 de mes potes de promo qui sont milliardaires. Parce que voilà, c'est « Oh yeah, can you do this? » Ils montent leur boîte, c'est vendu à 200 millions. 50. Donc c'est un environnement où tu te dis « Mince, pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Parce que en France, c'était « Pourquoi moi ?» Alors qu'aux États-Unis, c'est « Pourquoi pas moi ?» Tu vois? Il n'y avait plus de limite. Je me dis, il n'y a pas de limite là. Et ça, tu as perçu ça en une semaine? Ouais, en une semaine. Je l'ai senti. J'ai senti en une semaine que c'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Pourquoi donc la France paraît être le cimetière des ambitions? Et pourtant, c'est un pays développé, c'est un pays moderne, c'est un pays avec plein d'infrastructures. Il y a même des entrepreneurs français qui font du business, qui ont des licornes. Pourquoi les Noirs, d'après toi, c'est pas trop ça? Smart à l'école, mais pas dans... Parce que je pense que beaucoup d'Africains, quand ils arrivent en France, c'était ça le but. Ouais. C'était ça l'objectif. Avoir un petit boulot et peut-être envoyer de l'argent à la famille et aller une fois par an montrer que, voilà, regardez, j'ai réussi. Je pense que beaucoup de gens sont rentrés dans ce mode. Et le danger de la France, que les gens n'arrivent pas je pense que les gens ne comprendront jamais, c'est la France te fait croire que tu es bien. Donc, on n'aime pas, en fait, l'ambition. Oui, ça, c'est un bon point, ça. C'est-à-dire qu'on te fait croire que tu es déjà très bien. De quoi, tu as même des aides. Les fameuses aides. En fait, c'est ça, oui. Comment ils disent? Parce qu'ils critiquent toujours les États-Unis sur des choses comme, par exemple, le système de santé. Voilà. Oui. Et moi, je leur ai dit, mais votre système de santé, là, dont vous parlez, on a le même. Mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ou les trucs quand tu perds ton boulot, comment on appelle ça? Le chômage. Un Américain qui perd son boulot, il va en trouver un autre. Il n'est pas à l'attente du chômage, parce qu'il y a du boulot, parce que tu es pas là pour un boulot, tu es là pour créer une vie. Or, en France, on va toujours dire, mais la sécurité. Donc, beaucoup d'Africains qui arrivent, ils tombent dans ce confort. En fait, on te fait croire que tu es déjà très bien d'être là. Voilà. Et plus on te le fait croire, et puis les gens, en fait, abandonnent très rapidement leurs ambitions. Moi, j'ai beaucoup d'amis, on parlait quand on avait 18, 20 ans, on va changer le monde. Et tu restes en France, très rapidement, tu rentres dans le moule. Parce que tout le monde va te dire, mais ça sert à quoi? Pourquoi t'es pas si mal que ça? Et tout. Donc, et c'est pas un pays d'entrepreneurs. Le système n'est pas fait pour les entrepreneurs en France. C'est aussi ça le problème. La taxation, les impôts, la fiscalité? Voilà. Et même le mindset autour de toi. Un pays d'entrepreneurs, c'est un pays où tout est possible. Or, en France, rien n'est possible. Le mindset, c'est pas possible. Avant même que tu penses, que tu rêves, mais on te dit c'est pas possible. Donc, tu te décourages. Tu es dur quand même avec la France, non? C'est la vérité. C'est la vérité. Le pays qui t'a permis d'étudier, tu es dur. Non, c'est un très beau pays. Au niveau pour le tourisme. Voilà, c'est un pays de cocagne. C'est un pays de cocagne. Mais c'est pas un pays où honnêtement, quelqu'un qui a vraies ambitions. Ouais. On parle de vraies ambitions. Pas juste une ambition de... c'est un pays où le SMIC, c'est quoi? 1500, 2000 euros? Non, en net, c'est 1300, je crois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 1300 euros? Dans le monde aujourd'hui, on ne fait rien. On survit. Oui, voilà. C'est pour ça que et on nous fait croire que c'est normal, que quand tu as un SMIC, tu ne devrais pas te plaindre. Non, c'est pas déjà, tu as un SMIC. Ouais, c'est ça. Déjà, tu as un boulot. Ouais. Non. Bon, maintenant, être ambitieux, c'est aussi mais très comme compliqué. tu dis, c'est peut-être l'environnement aussi. Quand on est en France, toi, tu étais là bien avant moi, ma génération. On n'a pas beaucoup de figures représentatives du succès aussi, noires en France. À part dans le sport et le rap. Mais le rap, c'est pas le truc qui intéresse les gens qui vont à l'école. Donc le sport. C'est ça. Et puis, aux États-Unis, on a un petit peu le même problème. En tout cas, ce qui est visible. Parce que la grande différence avec les États-Unis, et ça, c'est un truc que j'essaie de faire souvent comprendre à mes frères africains quand je rentre en France, c'est oui, on va te parler de LeBron James et tous les athlètes et les Jay-Z et tout ça. Mais derrière, il y a des maires qui sont noirs, il y a des shérifs qui sont noirs, il y a des gouverneurs qui sont noirs, il y a des hommes d'affaires. C'est-à-dire la réussite noire, elle existe à tous les niveaux. Dans
les médias, ils sont partout. En France, on va te parler de Mbappé, enfin de 2-3 footeux, et encore les rappeurs parlent d'argent. Bon, hein, j'adore, hein, je ne vais pas gléger les rappeurs. Mais quand on parle de vrai argent, oui, non, c'est sûr. voilà, c'est donc. Et puis les footeux ou les athlètes, c'est des superstars. C'est pas des exemples à suivre. C'est pas duplicable. C'est pas duplicable. Ça arrive, c'est des météorites, c'est des monstres. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas d'exemple. Peut-être j'y vis plus, donc peut-être, mais j'ai pas beaucoup de gens comme ça qui me disent tiens, t'as vu telle ou telle personne, il est juge ou il est il a créé telle entreprise ou alors peut-être il se cache. Hein, c'est pas impossible parce que les riches se cachent en France, donc peut-être les riches se cachent aussi. Ce serait dommage, mais peut-être. Pourquoi d'ailleurs? On dit qu'une mentalité qui est très différente entre la France et les États-Unis, c'est qu'en France, on critique les riches, aux États-Unis, on exalte les riches. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ben, c'est pas qu'on exalte les riches aux États-Unis. On les critique quand même, Bill Gates, tout ça. Mais c'est les Français qui critiquent. Les Américains ne critiquent pas Bill Gates. Ben non, c'est les Français avec leurs histoires. Bill Gates en train de faire des vaccins pour l'Afrique. C'est des conneries, tout ça. Non. C'est des gens qui ont énormément réussi. Et l'exemple de toute personne, c'est de réussir aux États-Unis. Voilà. Donc, on peut critiquer Bill Gates pour, je sais pas, il a eu des visées monopolistiques avec Apple, un peu comme Zuckerberg. Parce que quand tu arrives à ce niveau de succès, c'est normal. Un jour, on va peut-être me dire, mais pourquoi il n'y a que Star News? Moi, je dis, venez, il y a de la place pour tout le monde. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu réussis aux États-Unis, les gens sont contents pour toi. Ils sont vraiment contents. Ah ouais, dis-moi comment tu as fait et tout. Et c'est pour ça que lever des fonds, par exemple aux États-Unis, c'est facile. Parce que les gens, ils réussissent et ils veulent que les autres réussissent. Parce qu'il n'y a pas... C'est no limit. C'est pas parce que toi, tu es riche que moi, je le suis pas. Au contraire, sois riche. Éclatons-nous ensemble. En France, c'est l'inverse. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense que la France est encore un pays monarchique et tout. Parce que quand tu vois comment se comportent les chefs d'État et les leaders politiques, ils se comportent comme à l'époque des rois. Et à l'époque des rois, on n'aimait pas les gens qui ne sont pas issus de la royauté, qui sont riches. La bourgeoisie, oui. Voilà, la bourgeoisie, on leur coupait les têtes. Donc, je pense que la France n'a jamais... En fait, la Révolution française, c'est une théorie. Hein. La façon dont se comporte le président de la République, en général, hein, c'est pas Macron, mais en général, c'est lui, tout le monde le vénère. D'ailleurs, voilà un bel exemple. Tous les Français passent leur temps à parler de politique. Donc les gens qu'ils look up, c'est les politiciens. On connaît tout. Moi, je ne sais pas qui est le ministre de l'Intérieur des États-Unis. Je ne sais pas qui est le ministre du nanana. On s'en fout de la politique. Donc c'est un système en France où les politiciens, c'est eux qui ont de l'argent en France. On ne parle que d'eux, en fait. Ils ne parlent que c'est eux les stars. Ils font l'actualité, ils font la pluie et le beau temps, c'est vrai. Et ils ont de l'argent, ils sont très... Attention, hein. Les gars, ils ont des cumuls de mandats et tout. C'est parce qu'ils font les malins. Mais ils blaguent le peuple. Tu as des politiciens qui touchent des 30, 40, 50 000 euros. Cumulés, tu veux dire? Cumulés. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, un politicien ne devrait pas être aussi riche. C'est pas donc, ils ont créé une aristocratie politique. Et ces gens-là, justement, ils veulent que ça reste, le gâteau reste entre eux. C'est pour ça qu'on te taxe et tout, parce qu'il faut faire vivre l'État. Et je pense que beaucoup de ces mauvaises habitudes, ils ont amené en Afrique. Où aujourd'hui, sans le président, les choses peuvent... Mais non, c'est faux. C'est faux, mais c'est le système français qui date de la monarchie et qui a jamais vraiment changé. Toi qui vis aux États-Unis, à Los Angeles, le cœur de l'argent, qu'est-ce que tu as appris des Américains par rapport à l'argent, par rapport à la réussite, au succès? Beaucoup de choses, mais les plus marquantes. Je dirais en fait, j'ai rencontré des gens qui ont beaucoup d'argent, mais c'est... On parle de quoi quand tu dis beaucoup d'argent?
allez, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. J'en connais beaucoup. Qui valent, allez, on va dire 50 millions de dollars, je connais plein. 100 millions, je connais des milliardaires. Ah, tu connais des milliardaires en dollars? Oui, oui. Ouais. Enfin, bon, je peux l'appeler. Je le fréquente pas particulièrement parce que, bon, c'est pas ton ami. Voilà, c'est pas mes amis, mais si je veux passer à son bureau, j'en pense à un qui est à Beverly Hills. Je passe à son bureau, on rigole et tout. J'ai rien à lui demander, il a rien à me demander. Il a voulu investir dans ma boîte. J'ai senti que c'était pas quelqu'un que je voulais dans mais le board, okay. Voilà, mais bon, c'est ils sont une simplicité déjà. Bon, évidemment, tu as toujours les gars qui ça leur monte à la tête. Mais surtout, c'est des bêtes de travail. C'est des bosseurs. Et ils ont toujours quelque chose qui les motive à bosser. Ils ont toujours une nouvelle idée. Ils sont toujours jeunes, en fait, dans leur âme. Et il y a toujours quelque chose à faire. Toujours, c'est ça qui est beau dans les gens en tout cas en Californie. Il y a toujours une nouvelle... Et ils sont toujours à la recherche d'investissement. Et c'est même plus pour l'argent, en fait. Pour le challenge, on va voir ce que ça va donner. Donc, il y a cet état d'esprit qui est incroyable, quoi. Et c'est très enrichissant de rencontrer des gens qui ont déjà énormément de succès, et qui ne sont pas... ça leur est pas monté à la tête. Voilà. Ça, c'est ce que... Ça crée un environnement où on est... Alors déjà, c'est bien d'être avec des gens qui ont de l'argent parce que on n'est pas en train ils sont jamais en train de se plaindre. Contrairement à dans certains endroits, même les gens qui ont de l'argent, si l'environnement est négatif, les gens sont pas bien. Là-bas, ils sont pleins, ils font du sport, ils se rigolent et tout. Donc c'est vraiment, moi j'aime beaucoup ça. Alors, Star News aujourd'hui a levé des fonds. Il y a eu une levée de fonds récemment, là d'ailleurs, qui a fait un peu de bruit dans la presse. Quelle est la valorisation de ton entreprise aujourd'hui? Ça, c'est une information publique? Non, elle n'est pas publique. Ok. Oui, bon, je peux en parler. On est aux alentours de entre 40 et 50 millions de dollars. De valorisation. Voilà. Ok, super. Aujourd'hui, j'imagine que tu es toujours majoritaire? On parle d'argent ici, donc sans tabou, sans complexe. Oui, bien sûr, bien sûr. En bon Baham, c'est ça? En bon Baham. Ah ouais. Traditionnaliste en plus. Ok, très bien. Non, mais bravo à toi pour cette belle. Mais bon, réussite. c'est de la valo. Hein. Maintenant, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que la chose où on est plus fier que la valo, c'est le fait que on a un vrai business model où on génère beaucoup de cash. Oui, voilà, forcément. C'est plutôt ça. Pourquoi tu avais besoin d'aller lever des fonds, justement? Déjà parce que c'est jamais assez. Moi, mon objectif, c'est de faire de l'amener à $1 milliard. Et en fonds propres, c'est pas possible. On va encore faire une levée. En fonds propres, c'est impossible surtout dans les 3 à 5 prochaines années. En fonds propres, c'est pas possible. Oui, clairement. Donc il faut lever. Et quand on dit lever, c'est pas forcément l'argent, c'est avec qui tu lèves. Parce que c'est des gens, il faut qu'ils comprennent que la vision, c'est le milliard. Donc, leur réseau doit être capable de propulser l'entreprise au milliard. Ok. Ouais. Alors, on va basculer sur la deuxième partie de notre interview. On va parler de finances personnelles. Est-ce que tu te considères... déjà, c'est quoi être riche pour toi? Tu as dit que tu as côtoyé beaucoup de gens riches, mais c'est quoi être riche? Moi, bizarrement, la richesse, c'est plus une notion de liberté qu'une notion d'argent. Parce que j'ai eu beaucoup de chance de venir d'une famille aisée. Donc, comme je n'ai jamais manqué de rien, l'argent n'a jamais été quelque chose... J'ai jamais réellement pensé à « Oh, je veux quelque chose, il faut que je trouve l'argent pour l'avoir ». J'ai toujours eu... Et j'ai jamais été un gars qui voulait des folies. Mais pour moi, la liberté de faire ce que je veux faire a toujours été très importante. C'est pour ça que j'ai fini mon MBA. J'ai eu un boulot chez PwC où je gagnais, j'avais 26 ans. J'étais à $120 000 l'année. Ah oui, quand même. Ouais.
Ah, c'est aux États-Unis? Oui, c'est pas en France. Ah, ça c'est sûr. 120 000 en France, non, t'es plus que directeur. Voilà. Mais après 3 ans, ça ne m'intéressait pas en fait. Déjà parce que au fond de moi-même, je savais que je pouvais gagner plus, mais surtout parce que la notion de liberté, c'est très importante pour moi. La liberté de... Oui, parce que les 120 000, par contre, tu t'es full tout le temps. Voilà, exactement. Et j'avais 26 ans, donc j'avais pas beaucoup de charges, donc ouais. je me suis éclaté. Hein. Mais très rapidement, j'ai dit... Qu'est-ce qu'on fait avec 10 000 $ par mois? Aujourd'hui, pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose. Il y a des gens qui vont te haïr. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ton audience... Il n'y a pas des milliardaires à tous les carrefours. Hein. Bon, ça dépend. Non, mais à l'époque, qu'est-ce que tu faisais avec ces 10 000 $? Parce que tu disais que j'ai économisé énormément. Okay. J'ai économisé. J'ai acheté mon premier appartement à Los Angeles il y a 20 ans. Donc, oui, je voyageais. Bon, je me suis acheté une Lexus. C'était... Ouais, j'étais bien, quoi. Tu t'es mis bien, ouais. J'étais bien, ouais. Je rigolais bien. Donc, mais pourquoi j'ai laissé? Parce que, oui, c'était bien, mais je savais que je voulais plus. Et pour avoir plus, c'était pas par un boulot. C'était pas par un boulot. Mon objectif, avoir 100 000 $ par mois, c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas 100 000 par mois? Pourquoi pas? C'est possible, en fait. Est-ce que quand tu quittes Price, quelle est l'étape d'après? Bon, alors, j'ai un petit peu galéré, en fait. C'était pas aussi simple que ça. Mais j'ai eu une idée de lancer une start-up dans la fourniture d'équipements télécoms. Je suis rentré au Cameroun. Comme je vis aux États-Unis, mais je pense que au moins 50% de mon temps est en Afrique. En fait, depuis 2001, j'ai pas gagné un sou aux États-Unis. Tout mon argent, je l'ai fait en Afrique, vivant à LA. C'est paradoxal. Et en 2001, justement, j'ai vu, tiens, les télécoms, c'est quoi cette histoire? Il y avait un nouveau business qui se créait, il y avait des besoins. Et comme je suis toujours assez à l'écoute du marché, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin d'équipement. Même en second hand. Et aux États-Unis, à travers le monde, il y a énormément d'équipements que les opérateurs n'utilisent plus. Donc, j'étais un peu un broker d'équipements second hand pour les opérateurs en Afrique. D'accord. Voilà. Et tu vas faire ça pendant une période? Pendant jusqu'en 2008, jusqu'à ce que les Chinois arrivent. Et les Chinois, c'était gratuit, donc tu peux pas concurrencer le gratuit. Et c'est là que j'ai basculé un petit peu. J'ai fait une bourde, j'ai créé ma première start-up tech. Parce que là, le premier, c'était pas de la tech. Là, j'ai créé un browser SM, donc ça s'appelait le XL Browser, un browser SMS. J'étais toujours dans l'idée de, tiens, il faudrait que la tech se développe plus rapidement en Afrique. Donc, j'ai créé un truc j'ai levé plus d'1 million $. C'était une catastrophe, ça a merdé. Et ensuite, j'ai basculé sur le content. Mais la première start-up sur la vente d'équipements, ça a bien cartonné. Hein. Pendant des années. Qu'est-ce que tu fais donc? Alors, s'il fallait aujourd'hui comptabiliser à peu près tout l'argent que tu as gagné de toute ta vie jusqu'à ce jour, à peu près, hein, comme ça, c'est un exercice fou, mais on parlerait de combien de millions de dollars que tu as vu passer entre tes mains? Alors, personnellement, pour mes entreprises, c'est-à-dire, parce que mes entreprises ont gagné beaucoup d'argent et en ont perdu aussi. Mais moi, donc c'est personnel ou entreprise? Les deux. Personnel, on va dire depuis 20 ans. Waouh, bonne question ça. Hein. Peut-être 10 millions. À titre personnel, tu as vu passer 10 millions en 20 ans. C'est pas mal. Je pense. 8. J'ai eu des années où j'ai pris des casses. Ouais, allez, entre peut-être 300-400 000 l'année. Ouais. Donc, à titre personnel, hein. Ouais, je pense. Ok. Enfin, je sais pas. Non, en plus, les gens... Merde. Ah merde, non, 2 millions. Non, les gens vont quitter la France pour aller aux États-Unis maintenant. Ouais, oh là. Bon. Faut la reprendre celle-là, disons 4 millions.
Quand il y a divisé par 2, les gens, ils sont pas naïfs. Hein. Tu fais que diminuer. Ouais, Bon, mais quoi qu'il en soit. Et au niveau des entreprises, là, par contre... Alors déjà, les levées de fonds, je suis à plus de 10 millions. En différents chiffres d'affaires, Global Tech, je devais faire, ouais. Donc, on va dire 10 millions en levée de fonds. Global, bon, regarde, Star News, sur 5 ans, on est peut-être à plus de 40, 50 millions. Ça, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Hein. Okay. On est peut-être dans les 50, 60 millions. Ok, de dollars. Très bien. Ouais, peut-être. Est-ce que tu te considères comme riche? Non. Non, parce que la notion de liberté, je ne l'ai pas encore atteinte. La liberté comme j'aimerais la vivre. Non, pas. Ça va me prendre encore, je pense, je suis à 5-6 ans. De la richesse. Ouais, de ce que je considérais comme c'est bon, je peux relax, ouais. Alors, quand on gagne autant d'argent que toi, du coup, quel est ton rapport à l'argent? Tu considères que tu es quelqu'un d'économe, quelqu'un qui fait très attention, ou quelqu'un qui se fait plaisir? Comment tu te définis par rapport à l'argent? Tu dépenses pas mal? Je suis bams, gars, donc... Non, je dépense pour la famille d'abord. Ok, d'abord, c'est la famille qui doit être au top. La femme, les enfants. Si je peux faire ça, moi, personnellement, j'ai pas de gros... j'ai toujours eu une belle voiture. Je suis en Mercedes depuis 2002. J'ai toujours eu des Mercedes. Donc, voilà, c'est toujours... J'essaie de garder un standard quand même. Un standing de vie. Ouais, quand même. C'est quoi comme Mercedes? Celle que j'ai actuellement, oui. C'est une GLE. Donc, AMG, quoi. Ça coûte combien à peu près? Peut-être à 95 000, je pense. Dollars. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Mais voilà, j'ai toujours eu ça. Madame a une voiture? Elle a une Range. Une Range Rover. Ouais. Mais c'est les États-Unis aussi, ça veut rien dire. Hein. Parce que avoir ça aux États-Unis, c'est rien. Mais j'ai toujours été, j'ai toujours voulu maintenir un standing. Donc même les quartiers où je vis, ça a toujours été. Je connais pas les quartiers de Los Angeles, mais c'est. Voilà, genre Santa Monica, c'est pour ceux qui connaissent. C'est là que tu vis. Voilà, ouais. Donc. Pourquoi tu habites dans ce genre de quartier? C'est chic, ça, non? Ouais. Quand je vivais à Paris, j'étais au boulevard Pereire, dans le 17e. En tant qu'étudiant? Ouais. 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Et le vieux, il avait bossé. Il faisait des soirées et tout. Donc, j'ai eu un rapport à l'argent qui était très tôt très décomplexé. Et pour moi, j'ai toujours essayé de maintenir ça parce que, ce que je voulais donner à mes enfants aussi, c'est ce que j'ai connu. Et parce que je pense que j'ai toujours pensé que c'était important de maintenir une certaine tradition. Moi, je suis un traditionnaliste, comme tu sais très bien. Donc, ça a toujours été ça. Mais en termes de dépenses, je suis pas du tout dans le bling-bling. Ton appartement à Santa Monica, ça coûte combien le loyer? À peu près. C'est parce que tu dis je dépense pas, mais non, tu dépenses beaucoup quand même. C'est à peu près combien? C'est relatif. Oui, bien sûr. C'est relatif. Ouais, c'est relatif. C'est beaucoup. Ah. Oui, c'est beaucoup. Enfin. C'est... Parce que tu dis, je dépense pas, mais oui. Mais... Non, mais sur ça, je dépense. Okay. Sur le standing, je dépense. Mais pour moi, le standing, c'est voilà. L'école des enfants. L'école des enfants. Tu dépenses beaucoup là-dedans. Alors oui et non. Enfin, je dépense ce qu'il y a à dépenser, mais j'ai eu la chance. Mes enfants ont eu des scholarships et tout. Ils ont réussi leurs études, donc on t'offre une scholarship, tu vas pas dire non. Mais je suis prêt, s'ils veulent aller dans n'importe quelle université, ils n'auront jamais un problème. Au niveau de l'éducation des enfants, on n'aura jamais de problème. Au niveau des vacances, des voyages, l'été, c'était au Cameroun, donc, depuis qu'ils sont tout petits. Donc, ce genre de choses. C'est une destination qui fait rêver, le Cameroun, quand on vit à LA? Honnêtement, le bled. Ça fait pas du tout rêver, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire.
C'est drôle parce que du coup, maintenant qu'on fait l'interview, je me dis, mais en fait, dans l'esprit de beaucoup de gens, on va dire, mais c'est un fils de riche, lui. Il a grandi avec des privilèges. Ses parents ont tout payé pour lui. Est-ce que c'est plus difficile de réussir quand on vient d'une famille riche? Parce que ça, c'est plus difficile ou c'est plus simple? Papa a de l'argent, il permet d'avoir de bonnes études, des facilités dans la vie. Alors, si j'étais au Cameroun, parce que aux États-Unis, je suis rien. Les parents m'ont inculqué certaines choses, mais une fois que je suis arrivé aux États-Unis, il y avait plus de, j'étais un lambda. Mais je pense que ce que le vieux a fait, il m'a préparé à être à une réussite qui, un jour peut-être, on dira, est assez unique. Justement, je pense que ça peut être un atout quand le driver, c'est pas l'argent ni le fame. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, et c'est sans vouloir critiquer qui que ce soit, la réussite pour eux, c'est d'être reconnu. Moi, je n'ai absolument, au contraire même, parce que je viens d'une famille un petit peu connue, je ne cherche pas à être reconnu. Je cherche juste à faire un truc unique. Et ça, mon vieux était un petit peu comme ça. Il a fait des choses incroyables. Mais bon, parce qu'il était au Cameroun, tout le monde le connaissait. Mais moi, j'étais dans un environnement où personne ne me connaissait. Donc, ça ne m'a pas aidé en particulier. Mon nom, entre guillemets, ne m'a pas aidé parce que je n'étais pas connu. Mais je pense que les valeurs et mon ambition m'ont aidé. Tu vois la différence? C'est drôle parce que quand on est fils de riche, on se dit, mais quand tu es fils de riche, tu n'as pas faim. D'où te vient cette faim de réussir? Parce que quand tu es à Paris, tu vis dans un beau palace, c'est payé par papa. Quand tu arrives aux États-Unis, pourquoi papa ne paye plus? Il a payé les études, mais après, j'avais pas besoin de lui, en fait. Il aurait pu, hein. C'est lui qui il m'a dit, ton premier salaire, achète un appart. Mais j'avais pas besoin de lui. Mais non, malheureusement, il m'a quitté à un moment où j'avais vraiment besoin de lui, parce que j'étais en train de passer à un autre niveau. Et là, c'est pour ça que je me suis planté. Parce que, comme je t'ai dit, il était tellement fort qu'il a réussi à nous en tout cas moi, me préparer à beaucoup de challenges que j'ai réussi à conquérir malgré son absence. Mais j'ai jamais eu faim, honnêtement. J'ai jamais eu faim. Et j'ai toujours su que, et la chance que j'ai en plus, c'est qu'il y a encore des choses au Cameroun. Si je me casse la gueule aux États-Unis, je ne serai jamais à la rue, en fait. Et je pense que ça a été, et peut-être ça, je peux dire, peut-être c'est ça qui a été useful, comment on dit, qui m'a aidé. Parce que même quand je parlais à maman, quand je me prenais des gifles et tout, elle m'a dit, de toute façon, si tu rentres au pays, t'es pas à plaindre. Et je me dis, bah oui. Donc ça m'a peut-être permis d'avancer en me disant, j'aurai jamais faim, entre guillemets. Mais donc tu peux prendre des risques. Voilà, c'est peut-être ça l'un des avantages d'avoir un backup, en fait. Ouais, je pense que, maintenant qu'on en parle, je pense que beaucoup de fois où j'aurais baissé les bras, je me disais toujours, mais de toute façon, Au pire, j'ai ça, donc faut que je dois avancer. Mais j'avais toujours au fond de moi-même, peut-être c'était subconsciously, comme on dit, je sais que, je sais pas, mais je me donne les chances de faire un truc incroyable. Voilà. Parce que aussi, tu sais, quand tu vis en France, j'étais vraiment, j'avoue, avec du recul, je me dis, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal qu'il n'y ait aucun francophone qui... Il n'y en a pas, quoi. Il faut bien qu'il y en ait un, quand même, que tout le monde dise, mais le gars, regardez ce qu'il a fait. Mais je savais que je ne pouvais pas le faire en France, mais il y a toujours quelque chose en moi qui me disait, c'est con, quand même. Donc, je pense qu'il y a également un petit peu de motivation comme ça. Ouais. Alors, toi, tu es plutôt avec l'argent. Avec quoi tu as tendance à te faire... Alors, on a compris que pour toi, le confort, c'était important. Voiture, belle voiture, beau cadre de vie, beau quartier pour les enfants, bonnes études. Mais tu te fais plaisir avec quoi d'autre, à part ça? La fête, l'alcool, tu sais, les sorties. Je te jure que ce que je fais aujourd'hui pour être...
entre guillemets, qui me coûtent même pas cher. En fait, c'est des petites sorties de temps en temps. Tu ne me verras jamais prendre 10 bouteilles de champagne. C'est con. Donc, j'ai pas... Je vais pas aller... J'ai des beaux habits, mais tu verras pas une garde-robe de comment il appelle le tailleur là, Berluti ou je sais pas quoi, ou des paires de Berluti à n'en pas finir. Je sais pas. Je mets mes baskets. Donc mon style de vie n'est pas cher. Honnêtement, hein, et je le dis très sincèrement, hein, je suis avec mes gars. De temps en temps, je m'achète. Je fais du shopping peut-être deux fois par an. J'ai mes endroits. Voilà. J'ai pas de gros vices. Faut absolument que je. Non. Peut-être ça va venir hein, quand j'aurai de l'argent. Mais aujourd'hui, j'ai pas ce genre de problème. C'est quoi tes pires erreurs financières où tu te dis ça plus jamais? Alors, je t'ai parlé d'une boîte que j'ai, ma première boîte de tech. J'étais tellement sûr de moi parce que j'avais jamais réellement goûté l'échec. Ça a été un échec dur parce que j'avais pas. Alors pour répondre à ta question, plus jamais je ne dépenserai de l'argent inutilement. Maintenant pour que ça sorte, mon frère. Mais j'avais levé de l'argent, donc j'ai pris des risques démesurés. J'ai fait des conneries, quoi. Et maintenant, quand je fais mes activités, je suis très, très, très... Et à titre personnel, c'est quoi les trucs que tu as fait, tu te dis, non, ça franchement, c'était une folie, j'aurais pas dû mettre mon argent là-dedans? On a eu des gens ici sur ce podcast qui achetaient des vestes à 1 500 €, 2 000 €, par exemple. Ouais, mais bon, c'est... On a même eu quelqu'un qui disait qu'en une année, il a acheté 6-7 Mercedes différentes. Non, mais je fais jamais des trucs comme ça. Non. Oui, mais je te donne des exemples. Non, jamais. Et honnêtement, je vois pas. J'ai jamais, je t'assure, hein, je suis Baham, hein. Donc, n'oublie pas, je suis Baham, mon ami. Donc, pour que ça sorte, je réfléchis à 10 fois. Hein. C'est comme ça que je suis, en fait. Donc, non, ça sort pas. Hein. Ça sort pas. Pourtant, c'est dans le compte. Hein. Je regarde le compte, mais... Est-ce que tu n'es pas pingre? Peut-être, mais je dépense quand c'est... Alors, si c'est la famille ou les gens que j'aime, je calcule pas. Mais si c'est pour des frivolités, non. Non, parce que chaque fois que je dépense, je me dis... Mais est-ce que l'argent t'a déjà séparé des gens que tu aimais? Et à cause de l'argent, peut-être ta réussite les a gênés, ils se sont éloignés? Tu sais, peu de gens savent. Hein. Là, ce podcast-là, je ne sais pas ce que ça va me créer comme problème. Je sais pas ce que ça va me créer comme problème. Tu es cachetier, en fait. Bah, vivre caché. Ouais, honnêtement, personne ne sait. Bon, maintenant, toi, si tu m'as dit, certes, heureusement, ils ne savent pas aujourd'hui, mais mes amis, mes vrais amis, il n'y a pas de rapport d'argent. Alors, s'ils en ont, je ne suis pas au courant. En fait, vous êtes les mêmes gens. Tu vois? Non. Non, mais pour dire qu'eux aussi font le truc, tout comme toi, on ne sait pas ce que tu as, tu ne sais pas ce qu'ils ont. Non, je sais. Je sais les gens, je connais les gens riches. Les gens qui ont de l'argent, quand on a de l'argent, non, je sais. Et puis, j'ai gardé les mêmes potes. Mes potes, c'est les mêmes depuis 30 ans. Hein. Donc, certains savent, mais voilà, on n'en parle pas. Et comme je ne suis pas flamboyant, tu vois, jamais tu me verras, peut-être parce que je n'ai pas d'argent, peut-être un jour je vais changer, mais... Donc, je ne pense pas que les gens... Alors, je sais qu'il y en a qui sont éloignés de moi, peut-être parce que j'avais plus de temps pour eux. Je pense qu'il y a c'est pas l'argent qui sépare forcément les gens, mais c'est les priorités. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, tout simplement, j'ai plus le temps de faire les choses qu'on faisait, ou j'ai pas les mêmes... j'ai encore des amis qui sont célibataires, des choses. Donc, il y a forcément des choses qu'on ne partage plus. Ouais, c'est plus les mêmes délires. Où ils sont un peu intimidés, entre guillemets.
Et je sens un petit malaise parce que... Quand ils arrivent dans ton palace. Non, mais... non, ils n'ont pas envie de salir ton canapé. Tu vois. non, mais mes potes sont vraiment... Et encore une fois, moi, j'ai toujours privilégié les gens qui comprennent d'où je viens. Parce que moi, encore une fois, la tradition, des choses comme ça, je me raccroche beaucoup à ça. Les gens qui comprennent c'est quoi ce qui est important pour moi. C'est pas la réussite, c'est pas LA, c'est juste qu'on soit comme ça. Dans 20 ans, on sera tous au village. Donc, l'argent n'aura plus aucune... ça ne voudra plus rien dire, en fait. Ouais. Donc, ouais. Et les enfants, comment tu les prépares? Tu leur prépares un patrimoine? Comment tu fais pour t'assurer que tu vas transmettre quelque chose à tes enfants? Tu en as combien? 3. Ok. 3, ouais. Ils ont quel âge? 22, 20 et 16. Oh, ils sont grands même. Ouais, ils sont grands. Le plus gros patrimoine que j'essaie de leur inculquer, c'est la tradition. Quelle tradition? Le village, non? Les choses enfin, la tradition Bamileke, particulièrement Baham. Parce que l'argent, ce ne sera pas un problème. Honnêtement, ils ne sont pas cons. Je veux dire, c'est comme si moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses au Cameroun qui m'attendent, mais j'y pense pas. Je me débrouille. J'y ai jamais pensé, en fait. Jamais pensé. Pourtant, il y a des choses quand même un peu importantes. J'espère que mes enfants vont également avoir cette volonté de se démarquer, de faire des choses par eux-mêmes, sachant qu'il y a le backup. Le backup est là. Le backup est là. Et c'est pas un backup qui... Je pense que entre ce que je fais aujourd'hui, il y aura suffisamment. Tous les enfants de ton père ont réussi au même niveau que toi? Pas forcément. On a tous réussi. Alors, bizarrement, je ne connais pas à quel niveau eux, ils ont réussi. Mais je sais qu'on est tous quand même assez bien. Ouais. On a eu beaucoup de... C'est une grande chance que mes parents ont réussi à faire 6 enfants qui sont tous plus ou moins... Enfin, tous à l'abri du besoin. Mais non, chacun a ses petits trucs, ses petits vices et tout, mais tout le monde est bien. Ouais. C'est vraiment une chance. Tu n'as jamais été en découvert bancaire? Si, parce que je suis un peu un jongleur, donc je me suis mis dans des petites difficultés. Si, mais... Alors ça, c'est aussi l'avantage de vivre aux États-Unis. Ça fait rien dire. Être endetté, c'est rien. Je te donne un exemple. La boîte qui a capoté, là, j'avais reçu un crédit de 380 000 $, que j'ai jamais remboursé. En 2017, le tribunal m'a dit de rembourser... Non, en 2019, le tribunal m'a dit de rembourser 1 000 $ par mois. J'ai fait ça 6 mois, et puis le Covid est arrivé. Après, ils ont dit, bon. Donc, la notion de découvert, c'est très relatif. C'est pas une sentence de mort. C'est la vie et le business, c'est les ups and downs. On apprend ça aux États-Unis. Si tu n'as pas d'argent, tu en auras l'année prochaine. Donc, j'ai jamais été en panique parce que ah merde, j'ai pas de cash et tout. Non, je sais que c'est pas très grave. C'est un peu la ceinture, mais je sais gagner de l'argent, je sais créer de l'argent en fait. Et je suis très sûr de moi, je sais créer de l'argent. Et ça va peut-être être l'une de nos dernières questions pour sortir d'ici. Justement, quelqu'un qui nous suit et qui se dit mais comment il fait pour à peu près vivre toute sa vie en une seule? Comment on fait pour créer de l'argent? C'est ce que les gens veulent savoir. Qu'est-ce que tu dois... Bon, déjà s'abonner investir au pays. Investir au pays. Non, honnêtement, je dis ça, c'est pas un plug, mais je suis venu à l'événement. À Back to Africa. Voilà. Et ça me rappelait un petit peu mes débuts. Alors, comment est-ce que j'ai développé cette capacité à chercher à gagner de l'argent? J'étais dans un organisme de marketing multiniveau, ça s'appelait le groupement, quand j'étais étudiant. Parce que bon, je ne pouvais pas bosser, mais il fallait que je fasse des petits trucs. Et c'est un truc de multiniveau, tout le monde disait « Mais ne le fais pas, c'est de l'arnaque, c'est les Français. » Mais j'ai tellement appris. Donc j'ai gagné de l'argent, le vieux m'aidait, donc j'avais pas forcément besoin. Mais pour
me créer mon avenir financier, ça m'a aidé. Et quand je suis venu à ton événement, j'ai dit, c'est $100 par mois, c'est ça, 100 € par mois, 1200 € Pour la formation, oui. Voilà. Le programme d'accompagnement. J'ai dit, mais les gens ne comprennent pas que, comme toute chose, il faut apprendre à gagner de l'argent. Donc, tout outil qui te permet d'apprendre à gagner de l'argent, en prenant des risques mesurés, c'est ce que tu enseignes en fait. Prenez des petits risques. C'est pas, pour moi, hein, toute personne qui joue dans ton programme, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour apprendre à gagner de l'argent. Si ils suivent tes conseils, ils développent un autre mindset. Où maintenant, c'est qu'est-ce que je dois faire pour gagner plus? Et c'est un déclencheur. Donc moi je dis, pour gagner de l'argent, c'est d'abord passer par ce genre de événements, idées, tout ça, où tu apprends à, tiens, une idée, mais je peux y arriver. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que je peux faire, je sais que je vais y arriver. Même si je me suis cassé la gueule, hein, mais systématiquement, tac, en t'écoutant, quelqu'un va dire, attends, mais pourquoi je ne le fais pas au fait? Pourquoi je reste le samedi après-midi sur mon canapé? On a tous 24 heures par jour. Pourquoi ils sont plus riches les autres? On a tous 24 heures. Mais c'est parce qu'il t'aura écouté, il aura cru en lui, il y sera allé, ça va marcher, ça va pas marcher, mais il va développer cette notion de il faut que j'y aille, il faut que je me lève. Pourquoi pas? Ah ouais, pourquoi lui il gagne, mais pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et je pense, pour moi, c'est la clé. Les barrières mentales, il faut les... Oui, tout ça, c'est mental. C'est dû à quoi? Notre éducation, peut-être? Tu vois, c'est non, drôle parce que toi, c'est très intéressant. Tu as grandi en Afrique, comme la plupart d'entre nous, mais le fait de grandir dans un milieu dans lequel l'argent n'a jamais été un problème a fait que tu as un rapport différent à l'argent de la plupart des personnes qui ont grandi dans le même endroit que toi, mais dans des familles dans lesquelles l'argent, c'était struggle. C'était parce que, il faut le dire, je le dis souvent, l'argent est au cœur de tellement de problèmes. La plupart du temps, quand il y a des problèmes même dans une famille, c'est souvent lié à l'argent. Même si le problème immédiat, ce n'est pas l'argent. Quand tu remontes la ramification, l'argent est quelque part derrière. Ouais. Parce qu'on est pauvre aussi. Hein. Oui. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai la chance d'avoir fait le tour du monde. On est pauvre. Hein. Et on a on est une fierté qui est belle. Mais en vérité, on ne devrait pas être fier. On ne devrait pas être fier de là où on est. Connaissant, alors là c'est un autre débat, hein, mais connaissant toutes les richesses qu'il y a, tout le potentiel qu'il y a, c'est affreux d'être aussi pauvre. Même les Blancs, ils doivent se foutre de notre gueule. Ils ne peuvent pas nous respecter. On est trop pauvres. Pauvres financièrement, pauvres mentalement. Surtout l'Afrique francophone, quoi. C'est terrible. Donc, il y a du boulot. Hein. Et heureusement, il faut des mécanismes comme le tien pour que les gens se disent « Ah, mais merde, il faut que j'y aille, il faut que je me bouge. » Et plus les gens vont se bouger, plus ça va changer. Mais on a encore trop de boulot. Qu'est-ce que tu penses de ces mentalités qui ont tendance dans nos pays à jalouser la richesse? Parce que tu sais, l'une des choses que mon père dit souvent, c'est que, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout à l'heure entre la France et les États-Unis, ça me rappelait un peu le parallèle. Il dit que au Cameroun, par exemple, chez les Bamileke, quand quelqu'un réussit, on félicite la réussite. C'est-à-dire que quand quelqu'un réussit chez les Bamileke au village, on va l'anoblir, il va devenir notable, on va le montrer en exemple. Alors que dans d'autres endroits, dans le même pays, quand quelqu'un réussit, en fait, il se cache. Parce qu'on va essayer de lui faire du mal, essayer de le tuer, et ainsi de suite. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu le même type de parallèle. C'est-à-dire que quand quelqu'un grandit dans un milieu où il y a de l'abondance, on lui montre ça comme étant normal et quelque chose à rechercher. Et quand tu grandis dans un milieu dans lequel il n'y a pas d'argent, à la limite, on condamne même l'argent. Ce qui est paradoxal, c'est que dans les familles où les gens sont pauvres, on critique les riches. Quand il y a quelqu'un de riche dans la famille, en général, quand il y a un malin, on dit que c'est lui qui a tué. C'est-à-dire que s'il y a tu vois, pour prendre les bénédictions, pour prendre les bénédictions des gens, ça. c'est lui qui tue les gens. Donc, il y a un rapport à l'argent qui est très, très mesquin. Ouais. Et toi, comment tu as vécu ça? Parce que même si tu as été dans une famille riche, tu n'étais pas dans une bulle. Tu voyais bien comment ça se passait autour de toi. Bon, d'abord, je t'avoue que j'étais dans une bulle. Ok. Ouais, honnêtement, c'est en arrivant aux États-Unis que j'ai su que je venais d'une famille aisée. C'est en arrivant aux États-Unis, je ne peux pas te raconter l'anecdote, mais je ne m'en rendais pas compte, honnêtement. Avec du recul, je ne me rendais pas compte du tout. L'exemple de la jalousie au niveau des Africains et tout ça, c'est aussi, je pense, quand tu as de l'argent, il faut partager. Il faut partager, mais tu ne peux pas être riche seul. Quand tu partages, en général, on te pardonne.
Tu sais, les anoblissements, là, ça se paye. Hein. C'est pas parce que les gens ne te font pas notable et tout ça, parce que... Non, ça se paye, mon ami. Ouais. Et si tu n'es pas prêt à payer, si tu n'es pas prêt à partager, en fait, c'est la notion du partage. C'est un truc que j'adore dans nos traditions, la notion du partage. Mais après, tu peux empêcher les jaloux. Hein. Il y aura toujours les jaloux. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus... On parle des jaloux et des gens qui sont comme ça, mais si quelqu'un a de l'argent, il partage, il ne sera pas attaqué. Et il le fait du bon cœur, pas en insultant les gens, quoi. Mais ils ne seront pas attaqués. Mais il y aura toujours, les gens seront toujours dénigrés. Mais les pauvres, les pauvres en général, bon, tu sais, c'est comme tout. Hein, je pense que quand ça va mal, il faut trouver un bouc émissaire. Mais je pense que la majorité des gens... Bon, moi, je suis assez optimiste sur l'être humain, mais je suis réellement réaliste. Quand je dis on est pauvre, c'est une réalité. Mais je pense également que les gens sont quand même assez tolérants quand tu es généreux, tu partages, tu as un bon cœur et tout ça. Je pense quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu penses justement du partage, de la générosité? C'est quelque chose d'important dans ta vie? Ah oui. Bah oui, sinon ça sert à quoi? Sinon ça sert à rien. Quand tu regardes, tu as vraiment besoin de quoi pour être heureux? Pour être riche déjà, pas grand-chose. Et tu as besoin de plus de choses pour être heureux que pour être riche. Donc si tu partages pas, non, t'as losé. Parce que si tu vas faire avec, comme disait ma mère, on va pas m'enterrer avec. Ma mère on l'appelait ma feu Kuigap, c'est la reine qui reçoit et qui partage. C'est son nom, mais, enfin, elle est légendaire. Parce qu'elle disait toujours, tout ce que j'ai là, on ne va pas m'enterrer avec. Et c'est vrai. Quand on l'a enterré, bon, voilà. Mais la mémoire reste. Les gestes restent. Donc ça, c'est trop important. Et pourquoi je suis tout le temps au village? C'est pour partager. Et c'est les bénédictions aussi. Sinon, qu'est-ce que tu gardes? Et plus tu partages, plus tu deviens riche. C'est mathématique. Bien sûr. Plus tu partages, plus tu deviens riche. Ça, j'en suis persuadé. Hein. Tu gardes, ça grandit pas. Mais plus tu partages, plus ça grandit. Tu partages à qui? Aux gens qui te veulent du bien et aux gens à qui tu manifestes une attention. Tu vois? Donc les gens au village, quand je vais au village, c'est magique parce que c'est des gens... En fait, les gens se disent souvent, les gens ont pas besoin de nous au village. Ils vivent très bien. Mais le fait que tu viennes, tu donnes un petit peu pour aider la communauté et tout. Après, je pense qu'il y a un système de bénédiction quelque part. Après, on ne sait pas. Hein. Mais quand tu retournes de là où tu viens et tu dis, je ne vous ai pas oublié, mes ancêtres et tout ça, voilà. Eux-mêmes, quelque part, les ancêtres, ils te boostent et tu remercies les ancêtres en nourrissant les enfants, en donnant des trucs Tu crois au culte des crânes, tout ce genre de choses? Oui. C'est nos cultures, en fait. Tu parles au crâne? Bien sûr. Ça fait partie de nos cultures, mais bon, partout. Hein, je veux dire, les gens vont au cimetière, ils se recueillent partout dans le monde. Enfin, toutes les cultures, il y a des cultures qui ne le font pas, mais la connexion avec les ancêtres, c'est pas chez nous, hein. Partout, ça existe. Nous, on le fait d'une certaine façon, mais c'est juste une connexion, une continuité, en fait. On vient de quelque part, on va quelque part, et puis il y a une continuité. Mais je pense que pour moi, c'est là que vient ce partage-là, c'est là que vient la vraie richesse. Ouais. En tout cas, j'ai pas vu. C'est l'exemple que je connais, et ça se passe pas trop mal. Donc, juste, on me parle des églises éveillées et tout ça. Jamais vu de gens des églises éveillées où j'ai dit waouh. Donc, pour moi, c'est pas un modèle. Et je critique pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime bien, je suis un gars qui regarde les faits. Les gens qui croient à leur tradition en général réussissent plus que les gens qui n'y croient pas. C'est un fait. Ah oui? Ouais, c'est un fait. Ça, c'est notre thème d'une autre émission. Ouais, donc, c'est le partage. Dernière question là-dessus. En couple, tu es plutôt du genre à penser que c'est à l'homme d'avoir la responsabilité
des finances, ou alors on est dans une société moderne, chacun rapporte 50-50, on partage. En traditionnaliste, on peut deviner ta position, mais... Ouais, alors, c'est ma position parce que j'ai le privilège de pouvoir l'exercer. Mais non, si je ne pouvais pas, ben, l'autre position, hein, j'ai du mal en fait. Parce que déjà, je vais dire des conneries là. Mais je pense que, alors je me trompe sans doute, mais intérieurement, je pense les sociétés sont faites avec des rôles. Et le rôle de l'homme, c'est de gérer, en fait, dans la mesure de ses moyens. Et s'il n'a pas, même si la femme doit épauler, ça ne devrait pas être il devrait pouvoir s'entendre en disant, bon, là, pour quelques années, là, on va sortir du modèle parce que j'ai besoin d'aide. Un homme doit être capable de dire ça. Et que la femme ne le prenne pas comme une faiblesse. Mais pour moi, le rôle traditionnel, c'est l'homme. Pour ceux qui peuvent afford it. Et pourvoir. Ouais. Ça, c'est... Ça, je pense. Hein. Mais les sociétés évoluent. Hein. Mais moi, comme je suis traditionnaliste... Tu n'évolues pas. J'ai du mal à évoluer. En tout cas, sur ce point-là. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Guy, d'avoir pris le temps de venir parler avec nous de ton parcours, de finances, de ton expérience. Je pense que ça permet aux gens de te découvrir parce que tu fais partie de ces entrepreneurs dont on consomme les produits sans savoir qui est réellement derrière. Et en plus, tu cumules le fait de venir d'une famille plutôt aisée, ce qui n'est pas si populaire que ça dans nos pays, et d'avoir finalement réussi quelque chose. Parce que malheureusement, la plupart du temps, les gens que je connais qui viennent de familles aisées n'ont pas toujours su convertir le potentiel et la chance qu'ils ont eu dans leur famille pour upgrade et faire quelque chose par eux-mêmes. Bien souvent, malheureusement, ce sont des vies gâchées parce que trop de fêtes, trop de ceci, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'encadrement. Ou alors ils vivent finalement totalement sur le dos de leurs parents. J'en connais même qui maintenant se battent avec les biens que les parents ont laissés. Oui, c'est moi qui dois avoir la maison, si toi, voilà, ce genre de choses. Donc ça fait plaisir, c'est rafraîchissant de voir que on peut venir d'une famille aisée, s'en servir comme un tremplin pour se bâtir soi-même, tracer son propre chemin. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Ouais, merci de m'avoir invité. Là, c'est la première fois que je partage tout ça. Donc je ne sais pas comment tu vas faire le montage. Mais... On ne coupe rien ici. Ça va sortir en entier, tel qu'on s'est dit. C'est le principe de l'émission. Mais c'était très bien. J'ai fait beaucoup d'émissions et crois-moi, c'était bien. Il n'y a rien de choquant qui soit sorti d'ici. J'ai même su te retenir sur une certaine anecdote. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu as su qu'il fallait ne pas en parler. Toi-même, tu sais quand il faut. Bon, écoute, j'espère que... Voilà, merci pour l'invitation. Si mon expérience peut motiver des gens alors, le fait que il ne faut pas que les gens, j'espère que les gens ne retiendront pas de mon passage que je viens d'une famille aisée et c'est pour ça que j'ai été ambitieux. Oui. Parce que honnêtement, il n'y a pas besoin de venir d'une famille aisée pour être ambitieux. Tout à fait. Voilà. Mon parcours a peut-être été, je dirais même pas plus bon, on va dire plus simple au départ, mais voilà, le départ c'était il y a 30 ans. Je veux dire, depuis 30 ans, faut comprendre, faut être agile, faut voir les situations, faut trouver des solutions. Et la famille aisée, c'est surtout quand tu es aux États-Unis, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Quand tu es devant un investisseur, tu vas te lève de l'argent, il sait pas. Et bizarrement, j'ai rien demandé de ma famille. Parce que je me rappelle, j'ai discuté avec une fille, elle me dit « Oh, mais toi, tu viens d'une famille aisée, donc pour ton premier tour de table, j'ai dit non, ça n'a rien à voir. » Donc, vraiment, j'évite d'en parler, je le dis honnêtement, parce que je sais que ça peut être facilement utilisé pour « Ah, mais ouais, il réussit parce que… » Mais la seule chose qu'on dira, c'est peut-être, ce qui est important peut-être de souligner, c'est si j'ai une réussite, elle sera exceptionnelle. Et ce sera sans doute parce que je viens d'une famille aisée. Mais le but de la vie, c'est pas de faire des réussites exceptionnelles. C'est de faire des réussites tout court. Parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent réussir sans faire des réussites exceptionnelles,
mais qui peuvent faire des belles réussites, qui peuvent encourager beaucoup de gens. Et je veux pas que ça soit juste, il faut faire une réussite exceptionnelle pour qu'on applaudisse. Non, non, non. Je veux voir des avocats, des médecins, des prix Nobel. Prix Nobel n'a pas d'argent, mais c'est une réussite énorme. C'est ce genre de choses qu'on doit développer chez nous. C'est pas le fait il a créé la plateforme, 1 milliard, tout ça, c'est des chiffres, c'est des ambitions. Mais le fait de se lever, de venir, de t'écouter, de prendre la décision de dire je veux réussir et de se donner les moyens et surtout pas d'excuses. Parce que même moi, j'ai pas d'excuses si j'échoue. Moi, en plus, si j'échoue, j'ai encore plus la pression de réussir. Mais il faut pouvoir que les gens, les Africains surtout, comprennent que il y a du boulot et puis il faut y aller, quoi. Voilà, j'espère que les gens se rappelleront sur tout ça. C'est un fils de riche, c'est pour ça. Non, je rigole. Les gens savent discerner, bien évidemment. Ouais. C'est un tremplin. Je pense qu'il n'y a aucun mal, au contraire, à permettre à ces enfants de ne pas repartir depuis zéro. Au contraire, je pense que si on travaille, qu'on a des enfants, c'est pour leur permettre de commencer peut-être à plus 1, plus 2, plus 3, pour aller plus haut et ne pas avoir à recommencer au niveau zéro à chaque fois. Ce qui est un vrai problème dans nos familles, c'est que justement, on ne sait pas transmettre la richesse. Exactement. On ne sait pas transmettre la richesse. Ouais. Ça aurait pu être aussi l'objet d'une discussion de la transmission. C'est comment, bon, on en a un tout petit peu parlé, mais c'est beaucoup de familles en Afrique, on l'a vu, notamment au Cameroun, des super gars smart qui ont bâti des empires et quand ils s'en vont, leurs enfants délitent tout ce qu'ils ont fait. Ouais. On connaît plusieurs exemples comme ça. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Merci beaucoup Guy, en tout cas. Ok. On te souhaite beaucoup de courage. Merci. J'espère qu'on te revoit cette année à Back to Africa. C'est un rendez-vous annuel maintenant. Et peut-être que Star News, on en parlera, sera sponsor. Ah, ça, avec plaisir. Ok. Je le dis à l'antenne. Ça marche. Ouais. Les amis, on arrive au terme du podcast avec Guy. Dites-nous dans les commentaires, bien évidemment, ce qui vous a parlé, marqué, intéressé, ou alors sur quoi vous n'avez peut-être pas été d'accord dans les commentaires. Et ce sera avec plaisir qu'on va lire et commenter. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même lieu, même heure, pour une autre émission de C'est juste une question de temps. Le podcast des Moneymakers qui en parle sans complexe et sans tabou. D'ici là, peace.